Europe 1, 11h30. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est le moment d'accueillir notre invitée santé aujourd'hui. C'est vous, Constance Flamand-Rose. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, orthophoniste et autrice du livre « Quand l'hypnose soigne les médecins » aux éditions Les Arènes. Alors ici, on a tendance dans notre émission à parler de thérapie pour soigner les patients, mais aujourd'hui, on va chouchouter nos soignants puisque finalement, ils sont comme nous. Vous vous êtes d'ailleurs rendu compte en voyant un très grand nombre de médecins et d'étudiants en médecine dans votre cabinet ces derniers mois qu'ils souffraient de nombreux maux. Alors, non seulement ces derniers mois, mais en fait, ça dure depuis plus longtemps que ça. Alors, ces derniers mois, ça a bien évidemment été majoré, même ces 2 dernières années, évidemment. Mais on se rend compte de plus en plus que ça fait longtemps que nos soignants ne vont pas bien et nos médecins, nos étudiants particulièrement. Alors, 1 médecin sur 2 a présenté des symptômes de burn-out, 14% des apprentis médecins ont eu des idées suicidaires. Ça, c'est dans votre livre. Comment vous expliquez ce constat terrifiant ? Ça débute des études en médecine. C'est-à-dire que c'est des études dans lesquelles on va apprendre vraiment des savoir-faire, des techniques. Mais le savoir-être, on ne nous l'apprend pas. C'est des études qui sont compliquées, qui sont longues, dans lesquelles on gagne aussi pas bien sa vie. Et puis, les médecins, par la suite, ils sont tout le temps en concurrence les uns avec les autres, en tout cas à l'hôpital. Et ils sont quand même confrontés au quotidien à la maladie, à la souffrance, à la mort, non seulement des patients, mais de leur famille, de leurs proches. Donc ça reste quand même un métier stressant, comme d'autres, bien entendu. Et peut-être aussi qu'ils sont considérés comme des tout-puissants et que quand cette toute-puissance leur échappe, c'est difficile à gérer. Et l'enjeu, il est énorme aussi. C'est-à-dire que s'ils se loupent, c'est pas comme si nous, on rate une émission un jour. C'est un peu plus grave. Il y a de la vie des gens entre les mains. Et puis nous, on a tendance à se dire quand même que si un médecin va mal, il va mal soigner. Est-ce que c'est l'une de leurs inquiétudes quand ils passent la porte de votre cabinet, ces soignants au bout du rouleau, ils veulent pas qu'on voit qu'ils vont mal ? Alors, c'est pas systématiquement leur inquiétude parce qu'ils savent prendre sur eux. Ça, pour le coup, ils l'ont appris. Ils prennent sur eux, ils ne s'écoutent pas. Et c'est d'ailleurs un des problèmes, à ne pas s'écouter. Ils arrivent assez tard à essayer de se soigner. Mais bien sûr, ça peut en faire quand même partie quand ça se voit. Quand ils ont une pathologie qui se voit, comme un médecin qui tremble, ou ce médecin, ce jeune étudiant qui avait une tumeur au cerveau qui marchait comme s'il était ivre, il n'aimait pas ça. Vous, on vient vous voir pourquoi ? Expliquez-nous ce que vous faites. Alors, beaucoup, le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, etc. Et puis, comme j'ai quand même des antécédents de neurologie, d'avoir travaillé très longuement en neurologie, beaucoup de pathologies neuro, comme de maladies de Parkinson, des tics, des migraines, etc. Alors, on parlait des étudiants en médecine et vous évoquez dans votre livre Juliette, une étudiante qui n'avait aucun problème de santé au départ et qui, pendant ses études, a eu des soucis médicaux, mais subitement. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Alors, Juliette, c'est une jeune étudiante adorable qui a tout pour réussir et tout pour être enviée dans la vie. Et puis, elle fait ses études qui sont très compliquées. Et un jour, elle commence à développer des crises qui ressemblent à des crises d'épilepsie, avec perte de connaissance, convulsions, etc. Tous les examens sont faits, elle n'est pas épileptique, donc elle fait ce qu'on appelle des crises psychogènes, des pseudo-crises. Donc ça fait un petit peu la même chose dans le corps, pas dans le cerveau. Son électroencéphalogramme est tout à fait normal, elle fonctionne bien, mais son corps ne répond plus. Elle peut faire jusqu'à 10 crises par jour. Ouais. Donc un quotidien plus que bouleversé. C'est pour ça qu'elle franchit la porte de votre cabinet ? Oui, parce que déjà, il fallait qu'elle franchisse une porte parce qu'elle ne sortait plus de chez elle. Ah oui. Elle était complètement terrée chez elle. Elle ne pouvait plus aller en amphi comme ça et faire des crises devant tous ses étudiants ou en stage. C'était impossible. Donc, elle était terrée chez elle. Et elle est venue parce que sa neurologue le lui a conseillé. Alors, comment vous l'avez aidée ? Justement, il a fallu, je crois, une seule séance d'hypnose pour aller mieux. Ouais. Racontez-nous comment vous l'avez traitée dans le détail. En lui parlant, en essayant de découvrir qui elle était, je me suis rendu compte que Juliette, elle me l'a dit, était une championne de natation avant. Donc c'est une compétitrice. Elle gagne tout, elle aime pas nager, mais elle aime gagner. Et elle est bonne en natation, donc elle nageait. Et puis après, elle a arrêté alors qu'elle avait un très bon niveau pour être une compétitrice en médecine, puisque c'est des concours, etc. Et elle réussissait très bien. Elle réussissait tout. Et l'idée m'est venue à ce moment-là de lui dire, voilà, tu as réussi à gagner des compétitions de natation, tu as réussi à gagner des concours de médecine, tu vas gagner ce nouveau challenge-là, cette nouvelle compétition contre ces pseudo-crises. Et voilà, en faisant une séance dans laquelle elle était très souvent dans le combat, finalement, pas tellement dans la détente, mais dans le combat pour aller ensuite vers la détente, apprendre qu'elle pouvait le faire. Donc vous êtes séance d'hypnose un peu en tension quand même. Et c'est pas toujours de la détente. Je pensais que c'était toujours très zen. En fait, avec elle, ça a été presque un combat hypnotique, c'est ça ? Oui, complètement. Mais parce que vous êtes obligé de rentrer vraiment dans l'identité et dans la personnalité finalement de la personne que vous traitez. Et elle, peut-être que sur Mélanie, ça n'aurait pas marché, cette idée de combat et... Peut-être pas. Mais peut-être que si, ça dépend. On en parle plus. Voilà, c'est génial. Et c'est bizarre quand même, on se dit que ces médecins, ils savent soigner, pourquoi ils viennent vous voir ?
Parce qu'ils ne connaissent pas la technique de l'hypnose, par exemple. Et puis, bon, on sait bien qu'on n'est pas forcément apte à se soigner soi-même. On peut laisser passer du temps, justement. Et puis, tout ce qui ressort, justement, de l'émotionnel est moins perçu que ce qui ressort du physiologique. Donc ça, pour le coup, ils savent, ils ont les collègues à qui s'adresser. Mais finalement, un neurologue qui a des problèmes cardio, il ira s'adresser à un cardiologue. Et un neurologue qui a des problèmes émotionnels, il s'adressera à moi. Et donc, vous avez dit souvent aussi, vous traitez notamment les problèmes liés aux troubles du sommeil. Alors, un médecin, par exemple, qui n'arrive plus à dormir, il va vous consulter, parce que j'imagine, il a sûrement essayé des médicaments. Les médecins, ils connaissent la chimie, justement, au départ. Et donc, ça n'a pas marché, peut-être, et c'est pour ça qu'ils viennent vous voir, quand il y a le motif, en tout cas, c'est le trouble du sommeil? Alors, ça peut être pour ça, ou bien ça peut être parce qu'ils n'ont pas envie forcément de prendre trop de médicaments, en se disant qu'on peut peut-être s'en sortir autrement, parce qu'ils connaissent aussi les effets secondaires. Ils peuvent être méfiants aussi par rapport à ce qu'ils nous prescrivent. Raison, hein. Et ils ont raison, souvent. Et moi, je pensais à ce médecin-là qui ne dormait plus parce qu'il hésitait entre deux femmes et qui, du coup, n'en dormait plus. Et là, il était gêné parce qu'il disait « je ne peux pas aller opérer en n'ayant pas dormi », et il culpabilisait, etc. Et ce sont des êtres humains, en fait. C'est une grande nouvelle. Un médecin qui hésitait entre deux femmes, ça peut arriver à n'importe qui. Mais ça arrive à tout le monde, simplement. Je ne donne pas de nom. Par contre, s'il est chirurgien, on a besoin qu'il dorme. Effectivement, alors comment vous faites dormir? On n'a pas envie de savoir ce qui leur arrive quand ils sont chez eux, on préfère ne pas savoir. Lui, en fait, on avait vraiment travaillé sur faire ce choix. Une fois qu'il aura fait ce choix, qu'il a compris que c'était ce choix qui l'empêchait de dormir, de le faire ou de ne pas le faire, parce qu'il pouvait très bien assumer de rester avec les deux femmes. Moi, je suis pas là pour juger. Bien sûr. Tant que j'en fais pas partie, ça va. Et du coup, il a réussi finalement à envisager deux chemins, celui de l'une, celui de l'autre, et puis décider ce qu'il allait faire, etc. Et à partir du moment où il avait pris la décision, il a redormi. Et il a bien opéré. Et il a bien opéré. Très bien. Constant Flamand-Rose, on va se retrouver dans un court instant. On n'en a pas fini avec vous, évidemment. On va continuer à détailler les pouvoirs fascinants de l'hypnose. Notre invité les a constatés auprès des soignants, mais ces bienfaits peuvent évidemment nous être tous utiles pour traiter des symptômes tels que les angoisses de performance, la peur, les insomnies, les tics et les tocs ou encore les migraines. Si ça vous parle, surtout détendez-vous, ouvrez grand les oreilles et restez avec nous sur Europe 1. Europe 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour avec notre invitée Constance Flamand-Rose. Vous êtes docteur en neurosciences, orthophoniste et autrice du livre « Quand l'hypnose soigne les médecins » aux éditions Les Arènes. Alors Constance, pour réaliser vos séances d'hypnose, vous êtes obligée de vous plonger donc dans l'univers de chaque patient, même si cet univers vous est totalement inconnu. On parlait tout à l'heure de la piscine avec votre championne, mais vous prenez également l'exemple de Quentin et de sa passion du foot. Racontez-nous. Oui, alors Quentin, c'était compliqué parce que effectivement, en hypnose, l'idée est vraiment de parler avec les mots du patient et de l'emmener dans un univers qui est le sien pour qu'il puisse se projeter. Or, Quentin, son univers, c'était le foot. Et c'est pas le vôtre. C'est pas le mien. C'est pas le mien du tout. Alors, je connais comme tout le monde les mots corner, touche, penalty, mais ça s'arrête à peu près là. Ouais. Et 1, et 2, et 3, 0, voilà. Ça vous connaissez ça aussi, la chanson, tout ça, je les ai à peu près. Et la règle du hors-jeu, vous la connaissez? Pas du tout. Bah, ça, j'attends avec impatience qu'on me l'explique parce que j'ai rien compris. Donc, voilà. Mais alors, vous vous êtes documenté? Comment vous avez non, fait? pas du tout. En fait, j'ai pris les quelques mots que je connaissais et finalement, c'est ce que Quentin en a fait qui est important. Parce que quand après, il me dit « mais c'est pas possible, vous vous y connaissez », finalement, c'est tout son univers et tout son imaginaire qui a travaillé pendant la séance, qui a fait le travail. Moi, j'ai distillé comme ça une histoire dans laquelle j'ai mis des mots, mais lui voulait être au foot. Mais il avait quel problème, Quentin, d'ailleurs? Et c'était qui, Quentin? Il était étudiant en médecine aussi? Oui, voilà. il était étudiant en médecine. Il vous consulte pourquoi au départ? Lui, Quentin, c'était la tumeur. Il a une tumeur au cerveau. Et on a fait un match de foot contre sa maladie. En fait. Incroyable. Et c'est le but, voilà, très souvent on parle de but en hypnose. Alors quand on parle de foot, but, ça marchait bien là. Voilà, je fais le lien quand même, malgré mon incompétence. Il s'agit même parfois de médecins spécialisés dans leur propre pathologie. Par exemple, dans votre bouquin, vous racontez l'histoire de Vanessa, donc interne en neurologie, qui a des tics. Elle connaît très bien ce problème, elle connaît ça parfaitement puisqu'elle travaille en neurologie. Et pourtant, elle vient vous voir. Mais comment c'est possible d'être aussi démunie finalement face à quelque chose qu'on connaît si bien? Mais oui, c'est peut-être parce qu'on le connaît bien. On a du mal à le reconnaître sur soi parce qu'on l'a vu tellement chez les autres que sur soi on minimise. On a tendance à se dire c'est pas grand chose. Après il y a les gens qui se moquent d'elle
son chef de service, les co-internes, les co-externes, comme ça, qui se moquent un peu d'elle. Elle se dit ça va aller, et puis finalement, elle entend parler aussi du fait que l'hypnose, c'est très efficace sur les tics. Alors, il y a des médicaments aussi, il y a des traitements médicamenteux, mais qu'elle n'a pas forcément envie de prendre. Elle a quoi comme tic ? Elle a des tics de visage. Ah oui. Donc, ils sont en plus, alors merci le masque, on les voit moins maintenant, mais des tics de bouche, comme ça, avec des torsions de la bouche, et puis le haussement des sourcils, et vraiment des torsions du visage. Donc, c'est handicapant pour elle. Et vous avez réussi à diminuer tout ça ? Oui, tout à fait, parce que elle a réussi. Enfin, c'est pas moi, c'est elle d'ailleurs qui a réussi à le faire. Simplement en se plongeant dans l'état hypnotique et en comprenant que le tic pouvait être considéré comme un objet. Et à ce moment-là, si on transforme l'objet, on peut transformer la sensation et le mouvement. D'accord. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous dites j'ai des fourmis dans les pieds ou des choses comme ça, en vrai, vous n'en avez pas. C'est pas des vraies fourmis que vous avez dans les pieds, bien entendu. Mais du coup, si vous arrivez à mettre un objet, une image sur une sensation et que vous transformez cette sensation en état d'hypnose, vous allez réussir à contrôler et à transformer, au lieu que ce soit une bestiole qui tire la joue ou quelque chose dans ce genre-là, ça va être quelque chose de très caressant, comme une plume, et du coup, on va réussir à faire venir cette image quand il le faut. En fait, vous aidez le patient, et là, en l'occurrence, le patient qui est un soignant, à mobiliser des ressources internes pour s'auto-guérir, c'est ça, en quelque sorte, complètement. Parce qu'il n'y a pas de chimie dans votre histoire. Jamais. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'intervention divine non plus, donc c'est vraiment... moi, j'ai aucun pouvoir magique, c'est vraiment eux qui ont le pouvoir. Il faut qu'ils me fassent suffisamment confiance pour entrer dans cette connivence-là aussi, et que j'entre un peu dans leur univers, mais pas dans leur tête, ça je ne sais pas faire. Et c'est eux qui font le reste du travail. Ouais. Grâce à l'hypnose, vous avez réussi à traiter les migraines, je crois, d'une de vos patientes, interne elle aussi en médecine. Scientifiquement, est-ce que c'est prouvé cette indication ? L'hypnose a vraiment une action sur les maux de tête ? Oui, complètement. C'est très difficile de faire des études scientifiques sur l'hypnose, parce que par définition, une étude scientifique, on doit proposer la même chose à tout le monde et comparer contre autre chose. Or, comme vous avez vu, une séance d'hypnose est très personnelle. Donc, ce qui va parler, par exemple, à Quentin ou à Vanessa ne va pas parler aux autres. Et du coup, c'est très difficile de démontrer ça. Mais finalement, simplement par la détente, l'apaisement et l'antidouleur, essayer de faire de l'hypnoanalgésie, à ce moment-là, on a pu démontrer que c'était efficace. Parce qu'en fait, même, admettons, je ne connais pas le cas de cette... C'était Vanessa, on a dit, bref, cette patiente, en tout cas, qui avait des migraines. La cause peut être, admettons, neurologique, mais vous, en fait, vous allez soigner surtout la douleur, en fait, de cette migraine. Oui, complètement. C'est ça, l'hypnose a un effet antalgique, en fait. Pas forcément guérir l'origine de la douleur, mais apaiser la douleur. C'est ça, l'idée ? C'est ça, parce que de toute façon, l'hypnose ne guérit pas, l'hypnose soigne. Donc ça apporte du soin, ça apporte du confort, ça apporte surtout un contrôle. Et ça demande beaucoup d'engagement de la part du patient. À nouveau, il n'y a pas de formule magique, il faut vraiment qu'il s'engage et qu'il participe aux séances, qu'il pratique l'auto-hypnose, qu'il fasse revenir les images qu'on a utilisées. Et à ce moment-là, le patient engagé va progresser beaucoup plus vite, mais sur la sensation douloureuse, pas sur l'origine. Donc c'est pas magique et ça demande même quelques efforts, j'ai l'impression. Oui, ça demande, mais c'est des efforts agréables. Ouais. Alors parmi tout ce que vous pouvez traiter avec l'hypnose, il y a parfois de réels handicaps comme les phobies. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez réussi à faire oublier la peur panique des chats à l'une de vos patientes ? Ouais, Madeleine, Madeleine qui est neurologue aussi, et qui est phobique des chats. Et finalement, avec elle, au départ, je me suis dit, on va pas y arriver. Pas au départ. En fait, je l'ai vu beaucoup. Et j'ai essayé plusieurs choses. Effectivement, le côté abri, puisque c'est le contraire de la peur, être à l'abri, être dans un refuge, etc. Ça marchait assez bien. Ensuite, essayer de la faire visualiser une situation dans laquelle elle est avec des chats et où elle maîtrise. Donc, travailler aussi la confiance en elle, parce que c'est un médecin, elle a réussi beaucoup de choses, elle est brillante, elle réussit à soigner des gens, donc elle peut se soigner elle-même, etc. Et puis finalement, je voyais qu'on peinait un petit peu, et elle me raconte un jour, elle me dit cette phrase, mais finalement, si je suis pas phobique des chats, je suis quoi ? Je suis que médecin. Et c'était devenu, elle finissait une identité presque. Ouais, complètement. Elle aimait bien son symptôme. Au final, ça la définissait autrement. C'était assez rigolo. C'était les gens se moquaient d'elle gentiment. Et comment, grâce à l'hypnose, vous avez pu lui enlever ça ? En lui montrant qu'elle n'était pas que médecin ou phobique des chats, qu'elle était plein d'autres choses. Donc se voir en tant que femme. Elle était aussi sportive, jolie. Enfin, exactement. Elle était, oui, elle avait plein d'autres qualités, plein d'autres talents que être phobique n'est pas un talent, mais voilà, elle avait plein d'autres caractéristiques que ces deux-là. Mais en dehors de ça, je me demande, c'était quoi l'intérêt finalement de vous consulter pour une phobie des chats ? Parce que bon, j'ai pas handicapant dans son métier. À la limite, on peut ne pas en côtoyer trop si on les aime pas, quoi. Je veux dire. Mais c'est étonnant, parce qu'elle me disait Paris est plein de chats, et j'avais jamais remarqué. Bah oui, moi non plus.
plus. Non. Moi non plus. Et en plus, sur mon téléphone, j'avais la photo de mon chat derrière. Et quand j'enregistrais les séances, elle avait la photo de mon chat face à elle, la pauvre. Mais elle le trouvait mignon, elle a raison d'ailleurs. Et voilà, en fait, elle me disait que ça la gênait au quotidien, pas dans son quotidien de médecin, mais dans son quotidien de femme, parce qu'elle partait souvent en Grèce, dans un endroit où il est la ville des chats ou des choses comme ça. Quoi. D'accord, okay. Alors Constance, quand on a un problème de santé, je parle de nous, tout un chacun, on est souvent anxieux, on se demande est-ce que c'est grave ou pas, comment ça va terminer tout ça. Mais un médecin, parce que là c'est deux dont on parle aujourd'hui, avec la connaissance qu'ils ont, on imagine qu'ils sont protégés finalement de cette angoisse que nous on peut avoir. Or c'est souvent le contraire, vous dites ils sont doublement parfois démunis par rapport à nous. Oui, complètement. Alors soit ils peuvent avoir une tendance un peu hypocondriaque aussi, à force de voir énormément de malades, le moindre truc, ils ont l'impression d'avoir toutes les pathologies du monde. Soit au contraire, ils vont négliger cette pathologie qui va de plus en plus prendre de place dans leur vie et dans leur quotidien. Et à un moment, ils sont dépassés. Et puis, ils ont aussi besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils s'occupent des autres tout le temps. Et ils ont besoin parfois qu'on s'occupe un petit peu d'eux et que quelqu'un d'autre prennent de manière différente leurs problèmes en charge. Alors il faut savoir aussi que l'hypnose a pris de plus en plus de place à l'hôpital. Certains font appel à vous évidemment et vous formez même de futurs médecins à cette pratique. C'est bien ça, vous formez les médecins à l'hypnose maintenant? Alors en fait, c'est des étudiants en médecine qui ont plusieurs heures comme ça, plusieurs journées dans l'année où je les forme déjà aussi un peu à la communication hypnotique, à savoir communiquer avec leurs patients et avec leur famille. Ça veut dire quoi la communication hypnotique? C'est que tu accepteras tous les traitements que je vais te donner. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, tout à fait. Non, c'est une communication qui peut se rapprocher un peu de la communication bienveillante, mais qui peut permettre aussi l'acceptation du patient et de sa famille pour un traitement, pour une prise en charge. C'est aussi apprendre à annoncer de manière un peu plus douce des nouvelles désagréables tout en donnant de l'espoir mais pas du faux espoir. C'est pas mal ça d'imaginer en tout cas que les jeunes médecins se forment à ça, c'est super. Ce serait bien. Parce que certains de l'ancienne génération n'ont pas du tout été formés à ça. Non, manifestement. J'entends souvent des histoires comme ça. Et puis aussi les former à l'hypnoanalgésie, justement quand ils vont faire un geste douloureux comme une ponction lombaire, ou bien quand ils vont proposer à un patient de faire une IRM et qu'ils ont un patient claustrophobe et qu'il a vraiment besoin de cet examen, c'est important qu'ils puissent avoir les bonnes techniques pour les accompagner. J'allais vous dire justement, alors c'est marrant, on a une question de Charlène sur Twitter sur les IRM qui dit qu'elle doit en passer justement bientôt et qu'elle a entendu dire qu'il pouvait même y avoir des séances d'hypnose pendant l'examen. Oui. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai parce qu'il y a de plus en plus de manipulateurs radio, ceux qui sont derrière la vitre et qui vous font passer l'IRM. Ils ont un micro comme nous ici et ils peuvent parler au patient qui est dans l'IRM et quand ils sont formés à l'hypnose, ils peuvent les accompagner dans un lieu, moi j'appelle ça le lieu d'or, où ça peut être le lieu de sécurité, voilà, où on utilise les 5 sens. Vous êtes très souvent c'est le bord de mer, donc bon, vous êtes sur cette plage à regarder le bleu de la mer, les reflets du soleil qui font comme des petits diamants comme ça à la surface lisse, etc. Et on parle comme ça pendant l'IRM en utilisant les 5 sens du patient. Et à ce moment-là, pour le cerveau, imaginer, c'est la même chose que faire. Ah oui. Donc le cerveau croit que tout va bien parce qu'il croit qu'il est au bord de la mer. Donc du coup, exactement, alors le corps se relâche. Dans la machine. Génial. Mais ça, il ne le sait pas. Merci beaucoup Constance Flamand-Rose d'avoir répondu à nos questions, à celles de nos auditeurs également. On a bien saisi comment l'esprit peut soigner le corps, y compris le corps de ceux qui prennent soin de notre santé. Merci à vous.